Alors bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de Brochu en direct en ce dimanche 27 novembre 2022. Donc sans plus tarder, Monsieur Gabriel Gallis. Monsieur Gallis, bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Je vous entends à merveille. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que c'est un grand privilège d'avoir un monsieur de vos connaissances pour venir ici nous parler au Québec de ce qui se passe dans le monde. Écoutez, pour moi aussi, c'est un plaisir de vous découvrir parce que sans le capitaine Pierre Place, je ne vous aurais pas connu. Je dois ajouter une précision par rapport à ce que vous avez dit en me présentant aimablement. Je suis une sous-branche de la géopolitique, en réalité, qui s'appelle l'irénologie. Ça vient d'un mot grec, iréné, qui veut dire la paix. Et je dis irénologie parce que tout le monde parle anglais dans le monde, et vous le savez bien dans votre province et autour. Et les autres disent peace researcher. Alors d'abord, je préfère parler français puisque nous sommes à Genève dans une ville francophone et je pense que vous serez d'accord avec moi sur le partage de la langue française. Et puis deuxième raison, si on essaye de traduire peace researcher, on va buter sur une petite difficulté qui est, est-ce qu'il faut traduire par recherche sur la paix ou recherche pour la paix? Si on est sur la paix, c'est purement neutre, sans axiologie, sans finalité, alors que si on dit pour la paix, on est carrément du côté des pacifistes en faisant l'économie de la recherche. Or, en réalité, nous faisons les deux. Nous sommes soucieux d'exigences scientifiques, c'est-à-dire que nous essayons de comprendre les causes profondes et immédiates des conflits, et la plupart de vos collègues ou la plupart des journalistes s'intéressent toujours aux dernières images du film sans considérer l'arrière-plan. Nos amis anglophones disent background, foreground et background. Moi, je dis arrière-plan et avant-scène. Quand je donne des cours, je dis toujours attention, on vous montre toujours l'avant-scène, on ne vous parle jamais de l'arrière-plan. Et il faut comprendre ce qu'est l'arrière-plan. Donc, moi, je suis irénologue, je me suis formé à cette discipline depuis une vingtaine d'années, 20 ans exactement, que je suis entré à l'Institut de recherche pour la paix. Et c'est peut-être l'intérêt de notre discipline, c'est que nous avons plusieurs types de formations parmi nous. Nous avons des juristes, des politologues, parfois nous avons eu des médecins ou des physiciens, spécialistes des questions de physique nucléaire en particulier. Voilà, je voulais juste compléter cette présentation en disant nous essayons d'être non alignés. Voilà, notre cap intellectuel, c'est le non-alignement et surtout pas sur l'OTAN, mais on essaye de ne pas être aligné sur les autres, pas plus sur les Russes, les Chinois, les Français, les Britanniques. De toute façon, les Français et les Britanniques maintenant sont alignés sur les États-Unis, donc ça simplifie énormément les choses. Effectivement, puis on le constate, là, nous ici à Radio Infocité, on essaie de voir un peu les dynamiques qui se passent dans le conflit ukrainien, puis on essaie d'attirer l'attention de nos auditeurs des influences extérieures. Et on parle aussi un peu de géopolitique, c'est-à-dire les empires maritimes qui aujourd'hui sont dominés par les anglo-saxons versus les empires continentaux. J'essaie d'initier beaucoup nos auditeurs, puis j'en ai des meilleurs que moi là, qui comprennent très bien. Et on essaie justement d'apprécier les forces en présence et essayer d'émettre des hypothèses pour voir où on s'en va actuellement. Et donc, justement, nous ici, là, on suit l'actualité en Ukraine, mais on dit aux gens qu'il y a un grand basculement du monde. On essaie aussi de voir un peu comment les anglo-saxons, l'empire anglo-saxon, parfois on nomme aussi l'anglosphère, influence en ce moment le monde entier et que c'est en train de leur échapper. Et nous autres, on se pose la question, cette hégémonie américaine, comment elle va se laisser sa place à d'autres? Parce qu'on semble voir beaucoup de forces émerger en ce moment que les anglo-saxons semblent perdre la maîtrise. Et ce qui nous inquiète, parce que quand des empires comme ça tombent,
il peut y arriver toutes sortes d'événements. Et aujourd'hui, avec l'arme nucléaire, ben, on essaie de se poser des questions. Juste vous rappeler que on commence à rebombarder Zaporizhzhia depuis quelques jours. Et il faut essayer de réfléchir à ce qui va se passer en Ukraine là, dans les prochaines semaines. Nous, on pense que l'Ukraine va vivre des moments très difficiles. On sent les Américains délaisser tranquillement le régime Zelensky. Et là, on a peur on a peur. On observe qu'est-ce qui se passe là-bas en Ukraine et comment ça risque de tourner. Alors, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Écoutez, je voudrais prolonger ce que vous disiez. Vous parliez d'empire maritime, et je crois qu'il faut faire de l'histoire. Et effectivement, l'histoire de la pensée, c'est que M. Zbigniew Brzezinski est un digne continuateur de Mackinder. Hein, et toute cette théorie, alors qui est discutable à certains points, mais on s'aperçoit qu'elle inspire les stratèges des États-Unis. Et de ce point de vue-là, Zbigniew Brzezinski, qui est mort en 2017, hein, rappelons-le, il a été conseiller la plupart du temps des présidents démocrates. Ça a commencé avec James Carter, qu'on appelait Jimmy Carter, mais son vrai nom était James, jusqu'à Obama, en passant par William Clinton et quelques autres. Donc, il était d'ailleurs pas si éloigné que ça des thèses républicaines. Vous savez, ça fonctionne plutôt comme des écuries. C'est pas tellement des clivages idéologiques, contrairement à ce que pensent beaucoup d'Européens qui s'imaginent que les démocrates sont de gauche et que les républicains sont de droite. C'est une naïveté extraordinaire. Surtout que maintenant, on a les New Democrats. Hein, ça fait au moins 25 ans qu'il y a eu une grande transformation dans le parti démocrate américain, comme il y en a eu avec le New Labour, qui a affiché une espèce de conversion. Et donc, les clivages sont absolument changés aujourd'hui. Donc, c'était la première remarque que je voulais faire. Il faut revenir à l'histoire, lire Brzezinski. Moi, je suis fasciné à la lecture de Zbigniew Brzezinski parce que tout est programmé. Depuis 1997, son livre a été publié à peu près dans toutes les langues possibles et imaginables. Tout le monde l'a lu, y compris les Russes et les Américains. Or, M. Brzezinski, et là on va refaire, si vous me permettez, une minute de linguistique, M. Brzezinski a publié son livre qui s'appelle The Grand Chessboard. Le Grand Chessboard, avec un sous-titre qui est plus intéressant que le titre, c'est American Primacy and its Geostrategic Imperatives. Vous m'entendez bien? Ah oui, absolument. Alors, écoutez comment ce titre a été traduit par l'éditeur français. Il a été traduit par Le Grand Échiquier, no problem, jusque-là, ça va. Mais le sous-titre est totalement transformé. Il est transformé en L'Amérique et le reste du monde. Oh, très neutre. Vous supprimez American Primacy et vous supprimez Geostrategic Imperatives. Autrement dit, c'est de la propagande, mais c'est de la propagande qui passe par la langue, par la manipulation du vocabulaire. Et moi, je reconnais une qualité aux États-Unis, en tout cas par rapport aux Européens et spécifiquement par rapport aux Français, c'est qu'en général, ils appellent un chat un chat. Ils disent on veut dominer parce qu'on est les meilleurs. Alors on peut discuter cette théorie, moi je la discute, mais au moins ils disent la vérité. Or, quand vous avez affaire à des Européens, ils ont des rhétoriques complètement anesthésiantes et anesthésiées pour cacher la réalité des choses, à commencer par une traduction honnête des thèses américaines qui affirment tranquillement leur suprématie. Voilà, c'était un premier point. Et si vous me permettez, un deuxième qui est un élément de grille de lecture pour comprendre, et encore en cherchant dans la littérature spécialisée, puisque c'est le rôle d'un chercheur d'essayer de ne pas avoir le nez sur l'événement, mais de comprendre avec l'arrière-plan ce qui se passe. Il y a un livre passionnant qui a été écrit à peu près au même moment que celui de M. Brzezinski, à la fin du XXe siècle. C'est un livre de deux auteurs chinois qui s'appellent Qiao Liang et Wang Xuingsui. Ces deux auteurs étaient à l'époque, quand ils ont écrit ce livre, colonels de l'armée de l'air de l'armée populaire de libération chinoise.
et ils ont été édités par les éditions de l'armée populaire chinoise. Autrement dit, c'est quasiment un livre officiel de stratégie. Et ces deux auteurs qui sont devenus depuis généraux et depuis ils sont à la retraite, ils ont écrit un livre qui a été traduit en français. Alors, je ne connais pas le titre chinois, je ne lis pas le chinois, c'est La guerre hors limite. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'il permet de comprendre ce qui se passe en Ukraine et ailleurs. Ces deux colonels chinois, ils ont fait une réflexion qui partait de leur analyse de la première guerre du Golfe, la guerre de 91, hein, 91, ça dépend les pays. Et donc, ces auteurs ont analysé non seulement la guerre, mais ils ont analysé les analyses du Congrès des États-Unis sur la guerre. Et puis, après, ils ont élargi leur champ d'horizon en disant, finalement, cette guerre, c'est la première guerre du XXIe siècle, parce qu'elle montre que l'essentiel des opérations de guerre sont des opérations de guerre non militaires. J'introduis cette notion qui est fondamentale pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, vous avez mis le Grand Chessboard et vous avez le titre que je ne vous ai pas inventé, American Primacy and the Geostrategic Imperatives. Si vous trouvez, pendant que vous y êtes, la version française, vous allez voir que c'est sous-titré l'Amérique et le reste du monde, ce qui est une plaisanterie. Alors, ces deux auteurs chinois, pourquoi c'est très intéressant? Mais c'est très intéressant parce que ce qui se passe en Ukraine, ça nous oblige à considérer l'arrière-plan et pas simplement se limiter au Donbass ou à ce qui s'est passé même depuis 2014. Il faut faire une analyse géopolitique, il faut lire M. Brzezinski. Alors, je rappelle quand même la thèse principale de M. Brzezinski. Je pense que certains de vos spectateurs la connaissent, mais c'est peut-être utile de le rappeler. Les gens qui veulent s'informer, Brzezinski a une thèse qui est simple et une logique qui est très remarquable. Un, nous les Américains, il faut que l'on gouverne le monde le plus longtemps possible. Deux, pour gouverner le monde, il faut contrôler l'Eurasie. Trois, pour contrôler l'Eurasie, il faut arriver à contrôler l'Europe de l'Ouest. Quatre, pour contrôler l'Europe de l'Ouest, il faut étendre simultanément l'Union européenne et l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et puis après, il explique par le détail quels sont les moyens pour y arriver et il décrit les acteurs principaux de l'Eurasie. Il y a 5 acteurs principaux, dont la France, la Chine, la Russie, l'Inde, etc. Mais il n'y en a pas tellement que ça. Et puis vous avez 5 pays pivots. 5 pays pivots. Dans ces 5 pays pivots, vous avez l'Ukraine, vous avez l'Iran, vous avez la Turquie, vous avez la Corée, vous avez l'Azerbaïdjan. Et si vous remarquez bien ce qui se passe dans à peu près tous ces pays-là, vous avez une crise. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un pays pivot? C'est un pays qui peut tomber d'un côté ou de l'autre. Il peut tomber du côté du bloc asiatique, qui est piloté par la Russie et la Chine actuellement, un peu à cause de l'OTAN d'ailleurs. Et puis vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle les Occidentaux, dirigés par les États-Unis d'Amérique. Or, tout a été fait, et on comprend Maïdan quand on lit ça, à partir de cette lecture de Brzezinski qui a été avalisée dans la pratique par les États-Unis, puisque toute l'extension de l'OTAN est effectivement conforme à la doctrine de M. Brzezinski. On peut ajouter à la doctrine de M. Brzezinski un collègue peut-être moins créatif, mais beaucoup plus opérationnel, qui est George Friedman, que vous devez connaître aussi. Oui. Bon, George Friedman, lui, il a une idée beaucoup plus simple, mais qui est à peu près de la même facture et avec la même orientation, c'est il faut, nous les États-Unis, depuis 80 ans, il disait ça il y a 10 ans déjà, nous les États-Unis, on a un objectif, c'est d'empêcher à tout prix une alliance entre l'Allemagne et la Russie. Voilà notre objectif. Parce que la Russie, c'est un pays immense, avec beaucoup de ressources naturelles. Dit-il, il n'y a pas que des ressources naturelles, il y a aussi des ressources spirituelles, mais ça n'intéresse apparemment pas trop Friedman. Et puis du côté de l'Allemagne, vous avez la richesse,
la richesse monétaire et la technologie. Donc, si, dit Brzezinski, si cette alliance émergeait, nous aurions un rival pour la domination du monde en Europe, en Eurasie, si on veut. Et ça, il faut l'empêcher à tout prix. Et si on prend cette grille de lecture, on s'aperçoit que tout ce qui s'est passé depuis février, c'est une polarisation de l'alliance autour des États-Unis, à leur bénéfice exclusif. Et c'est au détriment des Européens, parce que c'est les Européens qui manquent de gaz et qui vont avoir froid. C'est les Européens qui importent du gaz de schiste, qui est polluant, qui coûte cher au transport, mais qui devient rentable compte tenu de l'augmentation et du dollar et du prix. Donc, si vous voulez, tout ça, quand on le met en perspective, c'est d'une grande logique. C'est d'une logique quasiment mécanique. Et moi, je cite souvent la troisième loi de Newton, qui est la relation entre une action et une réaction. Et ce qui est assez curieux, c'est que les pays de l'OTAN n'arrêtent pas de dire, mais ça n'a rien à voir avec l'extension de l'OTAN. Mais bien sûr que ça a à voir avec l'extension de l'OTAN. Et les meilleurs stratèges des États-Unis l'ont dit avant même qu'on arrive à une situation de guerre. Voilà un petit peu les éléments de grille de lecture que je voulais mettre sur la table. La guerre hors limite, présentée par des Chinois, mais en fait, les autres ne disent pas la même chose. On parle de hard power, de smart power, de hard et de soft power, mélangés après avec le smart power. Et donc ça, c'est exactement ce que disent les Chinois. Et les Américains ont dit, voilà la guerre que les Chinois veulent nous mener. Mais ce n'est pas du tout le but des Chinois. Les Chinois, ils ont décrit la guerre telle que les Occidentaux la conduisaient principalement. Voilà la grande situation qu'il faut comprendre. Et ce n'est pas être pro-Poutine que de dire ça, c'est être à peu près objectif et rejoindre ce que disent les meilleures analyses américaines. Même Kissinger, d'ailleurs, dont vous avez vu qu'il est devenu beaucoup plus modéré. Et ce qui est intéressant, c'est que Brzezinski, avant de mourir, a corrigé son analyse faite 15 ans avant, puisqu'il a changé d'avis en disant non, il ne faut plus mettre l'Ukraine dans l'OTAN, c'est trop dangereux. Voilà. Mais il l'avait prévu dans son livre, il avait dit il faut le mettre et il faut exclure les Russes de l'OTAN, parce que les États-Unis se sont à un moment demandé s'il fallait mettre les Russes dans l'OTAN ou pas. Et ils ont dit ça aurait des avantages et des inconvénients. Et les inconvénients seraient plus gros que les avantages parce qu'ils nous empêcheraient de faire ce qu'on veut. Oui. Et donc, en réalité, on n'a pas mis les Russes, on les a laissés patienter un petit peu, mais même cette analyse était insuffisante, parce que si on met les Russes ou si on ne met pas les Russes dans l'OTAN, qu'est-ce qu'on faisait des Chinois? Il y a 20 ans, c'était une question qui paraissait inutile, parce que la Chine n'avait pas la puissance qu'elle a acquise aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a cette puissance économique, politique, et elle est en train d'acquérir la puissance militaire. Par conséquent, c'est là qu'on voit la limite, l'intelligence, mais aussi les limites de l'intelligence de nos stratèges occidentaux, c'est qu'ils ne sont pas capables, et vous avez raison de dire c'est une redistribution du monde, cette multipolarisation que les Occidentaux ne veulent pas voir, veulent empêcher, et de façon ridicule. Parce que si vous regardez l'Afrique qui était francophone, elle se tourne vers les Russes. Elle en a assez du néocolonialisme français. Et donc, je crois que ça, c'est significatif d'une situation de crise. Et je terminerai par un mot, si vous voulez, sur cette logique folle dans laquelle les Occidentaux se sont engagés et nous ont engagés, nous les citoyens, c'est que le pacte de Varsovie a été dissous le 1er janvier 1991, 91. Bon, 1er juillet, pardon, je crois que c'est 1er juillet. Enfin, bon, et ce qui est assez curieux, c'est qu'on aurait dû avoir mécaniquement une dissolution de l'OTAN. Ou alors une reconversion totale de l'OTAN, parce que vous savez que dissoudre un appareil militaire, c'est toujours problématique. Quand une institution est créée et qu'elle a 50 ans d'existence, vous ne pouvez pas la supprimer comme ça. Mais il fallait changer l'organisation et dire, maintenant, l'OTAN, c'est plus l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est une alliance militaire au service de l'ONU, et plus sous la direction d'un général des États-Unis, avec un commandant en chef président des États-Unis, mais ça devient un instrument de l'ONU qui obéirait aux articles 46 et 47 de la charte de l'ONU, qui ne sont pas appliqués sérieusement,
c'est-à-dire qui prévoit un comité d'état-major auprès du Conseil de sécurité. Et si vous remarquez bien, toutes les opérations qui ont été conduites, même avec l'accord de l'ONU, elles ont été conduites par l'OTAN, sans supervision du comité d'état-major qui existe sur le papier, qui se réunit de façon fictive, mais qui ne coordonne pas les opérations militaires, y compris dans la première guerre d'Irak, où il y avait eu cette fois un accord de l'ONU, la deuxième étant sans accord de l'ONU. Voilà. Comme introduction, je voulais donner ces éléments-là pour dire que, avant d'entrer dans le détail de l'actualité quotidienne, il faut connaître cet arrière-plan et mémoriser en quelque sorte que tout ça ne sort pas du hasard, ça ne sort pas du chapeau. C'est un engrenage de mécanique qui a été pensé et mis en œuvre par ceux qui sont aux commandes actuellement. Maintenant, vous parlez de Friedman qui disait qu'on doit empêcher la Russie de faire corps avec l'Allemagne. Vous nous avez bien expliqué le pourquoi. Et avec le sabotage de Nord Stream 1 et 2, on peut dire que les Américains ont quand même atteint leur principal objectif. Et on remarque ces dernières semaines une certaine réserve, même un certain recul avec les élections de mi-mandat aux États-Unis où la dynamique a changé un peu. Monsieur Friedman, donc les Américains, et on le sent, Zelensky, j'ai l'impression, sent le tapis se glisser sous ses pieds. Comment vous voyez ça, cette dynamique-là? Est-ce que mais les Américains, comme vous disiez aussi, gagnent à tous les points de vue, autant pour revendre leur gaz de schiste, vendre d'armement. L'Allemagne s'est pas virée envers les producteurs d'armes européennes. Ils ont investi 100 milliards dans de la mécanique américaine. C'est quand même extraordinaire comment l'Europe continentale est dépendante des Américains. Comment on peut se sortir de ça? Parce qu'ils ont la finance. Ils semblent avoir aussi beaucoup le contrôle sur l'information. Donc, je sais que vous avez une réflexion aussi sur le traitement de l'information et par rapport à ce conflit-là. Donc, parlez-nous un peu de ça. Oui, alors, moi, je me suis interrogé depuis 20 ans sur l'OTAN. J'ai publié plusieurs articles sur l'OTAN. J'ai travaillé sur la perception de l'OTAN par les pays en dehors des États-Unis. Les États-Unis, bien sûr, ont leur stratégie, mais j'avais même publié un article sur les points de vue non français sur l'OTAN. Et j'avais même parlé du Canada, d'ailleurs, puisque j'avais la chance d'avoir à l'époque un stagiaire québécois qui m'avait donné un coup de main pour alimenter le point de vue canadien qui est très aligné, effectivement, comme on le sait, sur les États-Unis, je dirais à même niveau que le Royaume-Uni. Moi, je dis que l'OTAN, parce qu'il faut s'arrêter une minute sur ce qu'est l'OTAN, on en a parfois une vision un peu simplifiée. On s'imagine que l'OTAN, c'est une organisation militaire, point. Non, non, non. Premièrement, il faut rappeler que l'OTAN n'est pas née au moment de l'alliance du traité de l'Atlantique Nord. Le traité de l'Atlantique Nord ne prévoit pas l'OTAN. Tout le monde a fêté les 50 ans en 2009 en disant bah voilà, ça y est, etc. Non, non, c'est pas du tout ça. Le traité de l'Atlantique Nord, c'est un traité. C'est un traité qui prévoit tout au plus qu'il y a une concertation avec un Conseil de l'Atlantique. Un Conseil de l'Atlantique, c'est réunir les ministres de la Défense britanniques, français, italiens, etc., etc. Mais l'OTAN est né un an après. L'OTAN est né un an après officiellement. Il y a un excellent dossier qui a été fait par Manière de voir. Manière de voir, c'est le supplément du Monde diplomatique. Et vous avez un calendrier qui est très bien fait où on montre qu'effectivement, il y a eu un an de retard pour créer l'OTAN, ce qui deviendra l'OTAN. Bon, donc cet OTAN, c'est d'abord un outil politique. Et cet outil politique, il sert à polariser les alliances. C'est une notion politico-militaire, mais quand vous avez un conflit ou quand vous préparez un conflit, la base de l'opération, c'est d'avoir le plus possible d'amis et le moins possible d'ennemis. Quand vous avez des ennemis, il y a une solution,
c'est de les couper en tranches pour en avoir moins. Les Français ont fait ça d'ailleurs au XVIIe siècle en Europe. Les Américains sont en train de le faire avec le remodelage du Grand Moyen-Orient. Vous savez que le Grand Moyen-Orient, on a prévu de le remodeler depuis Bush. Et le remodelage, ça consiste à couper les grands pays arabes en plusieurs petits pays. Ils l'ont fait avec l'Irak. On a coupé l'Irak en 3 morceaux. On avait prévu de le faire avec la Syrie. Ça n'a pas marché puisque la Syrie s'est défendue un peu plus. On a prévu de le faire avec le Liban sur la base confessionnelle. D'ailleurs, le choc des civilisations, ça sert d'argument en disant on va séparer les chrétiens, les musulmans et les autres. On l'a fait avec le Soudan. Si vous vous souvenez bien, le Sud-Soudan, ça a été une trouvaille américaine et occidentale pour dire on va mettre les musulmans au nord et puis on va mettre les chrétiens au sud. Mais on oubliait qu'il y avait aussi des animistes. Et puis que depuis qu'on a coupé, on n'a pas résolu les problèmes parce qu'il y a toujours de la guerre dans la région, y compris au Sud-Soudan. Donc cette espèce de charcutage qui consiste à découper les autres en plusieurs morceaux, et même Brzezinski voulait couper la Russie en 3 morceaux, ça c'est quand même assez extraordinaire. Quand on parle d'impérialisme russe, moi je veux bien qu'on discute de ce que c'est que l'impérialisme, mais jamais les Russes ont dit qu'ils voulaient couper les États-Unis en plusieurs morceaux. Bon, les Américains, oui, ils sont d'accord pour ça. Donc l'OTAN, pour moi, je reviens à ça, l'OTAN c'est 4 choses. Premièrement, c'est un outil politique. Deuxièmement, c'est un outil économique. Parce que comme vous y avez fait allusion, c'est une remarquable foire pour faire vendre du matériel américain. Et d'ailleurs, Madeleine Albright, quand elle était aux affaires, elle avait théorisé ça en disant qu'il ne devait pas y avoir de duplication. No duplication, ça voulait dire il ne fallait pas que les autres se mettent à faire la même chose que les Américains, que les Nord-Américains des États-Unis, parce que sinon, ça allait provoquer des problèmes techniques. Alors, au nom de l'homogénéité technique, on n'avait qu'un seul modèle, et évidemment que ce modèle, il est monopolistique des États-Unis. Donc ça, c'est un remarquable, et c'est tellement vrai que c'est un outil économique, c'est que l'OTAN a créé des fonds d'investissement. Elle a un fonds d'investissement et elle a un accélérateur d'investissement. Vous pouvez trouver la pub sur le site de l'OTAN, vous mettez investissement, OTAN, etc. Donc en réalité, quand l'OTAN est un outil économique qui permet de contrôler les petites startups européennes, parce que si vous les aidez à leur croissance, vous prenez des investissements et dans ces investissements, vous devenez majoritaire. Et vous pouvez capter la technologie même en étant minoritaire. Donc, 1, c'est un outil politique, l'OTAN. 2, c'est un outil économique. 3, c'est un outil de propagande idéologique. Il faut savoir qu'avant de commencer la guerre, on prépare la guerre. Info-war, c'est la base, c'est la préparation des opérations militaires, comme disent nos collègues chinois. Et Info-war, ça veut dire que on a des think tanks, on finance des think tanks, on pénètre par différents moyens classiques d'influence qui sont des invitations à des lunchs, à des séminaires, etc. On se familiarise avec la direction des militaires haut gradés de chacun des pays avec lesquels on veut avoir des relations. Et c'est comme ça qu'on a commencé à pénétrer l'état-major suédois, finlandais et autres. J'ouvre une parenthèse à propos des Suédois, qui étaient officiellement neutres jusqu'à il y a peu de temps, c'est qu'on n'a toujours pas élucidé officiellement l'assassinat de l'ancien Premier ministre Olof Palme. Olof Palme a été assassiné il y a de cela 40 ans environ, en pleine guerre froide, et Olof Palme voulait mettre fin à la guerre froide. Il avait préconisé un rapprochement avec l'Union soviétique. Curieusement, il a été assassiné par un fou. Curieusement, on n'a jamais retrouvé le fou les suspects, etc. Et il y a un excellent film qui a été fait qui s'appelle Guerre froide dans le Grand Nord. Et quand il y a eu une enquête parlementaire pour comprendre quels étaient les assassins, pourquoi il y avait eu peut-être un complot pour l'assassiner, les archives avaient disparu. Le document avait brûlé où se trouvaient les archives. Donc, ce n'est pas être complotiste que dire qu'il y a quand même des choses assez extraordinaires qui se sont passées. Et même du temps de Reagan, des sous-marins qui avaient été déguisés en sous-marins russes pour faire croire que les Russes étaient aux environs de ça.
Donc, si vous voulez, je reviens sur ce qu'est l'OTAN. L'OTAN, c'est une machine idéologique remarquable. Oui. On nous vend l'OTAN à petite dose comme étant naturel. Ça paraît aussi naturel que l'air que nous respirons, et ce n'est pas naturel du tout, surtout qu'il n'y a plus d'adversaire principal en face, qui était le pacte de Varsovie. Donc, c'est un outil politique, c'est un outil économique, c'est un outil idéologique, et c'est, last but not least, un outil militaire. Mais cet outil militaire n'est pas le plus efficace. Regardez la défaite en Afghanistan. Regardez le semi-succès en Irak. Évidemment qu'ils ne pouvaient pas perdre parce qu'il y avait une coalition telle, mais on n'a pas gagné non plus puisque l'instabilité s'est créée. Le chaos est troublé. On n'a toujours pas un État irakien. Vous me direz, c'est un peu voulu. Hein, on coupe l'adversaire en petits morceaux. On a des Kurdes au nord qui sont protégés par les États-Unis et qui font du business de pétrole avec les États-Unis en ligne directe. Donc c'est ça l'OTAN. Je crois qu'il faut bien comprendre que le principal coup de génie pour moi, ce n'est pas les opérations militaires assez médiocres, mais c'est les opérations politiques. On a réussi à convaincre ces Européens qu'il fallait qu'ils soient des Européens à la remorque des États-Unis. Et le traité de Maastricht en 1992, c'est-à-dire 6 mois après la dissolution du pacte de Varsovie, a inscrit l'OTAN dans le traité. C'est assez extraordinaire de voir que le traité qui est censé constituer l'Union européenne, remplaçant la Commission européenne, remplaçant le marché commun de la forme antérieure, ou les communautés européennes, puisqu'il y en avait plusieurs à l'époque, on fait une Union européenne politiquement nouvelle, et tout de suite, on dit qu'on va mettre l'OTAN dedans sous direction des États-Unis d'Amérique. C'est quand même génétiquement programmé ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire l'extension de l'OTAN, l'approfondissement de l'OTAN et le fait que l'OTAN s'est déclarée hors zone. C'est-à-dire qu'avant, l'OTAN s'était limitée à l'Atlantique Nord, mais au fil de ses sommets, à New York, à Varsovie, à Prague, elle a déclaré qu'elle avait une compétence universelle, parce qu'on remplaçait la défense par la sécurité. Mais la défense, c'est quelque chose d'assez précis, c'est-à-dire on vous attaque. Si on attaque un de vos amis, vous avez l'obligation de le défendre. Mais la sécurité, c'est beaucoup plus flou. D'autant que les États-Unis, maintenant, ont développé la notion de sécurité énergétique. Donc, si vous voyez que des Chinois sont en train de faire du business avec un pays d'Afrique, vous pouvez intervenir, si vous êtes américain, en disant non, là, vous menacez notre sécurité énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, ah oui, ah oui. On a tout un logiciel mental et linguistique, je dirais, un peu comme American Primacy qui est oublié dans la traduction française. Vous avez tout un vocabulaire qui fait qu'on oublie les fondamentaux de ce que c'est la défense, ce que c'est la guerre. La guerre n'est pas seulement une opération militaire. Mais ça, c'est très vieux. Hein. Lao Tzu le disait, Sun Tzu le disait. Il suffit de relire les classiques de la littérature de la guerre. Donc, on est dans une situation où nous sommes, nous, occidentaux, placés dans un engrenage. On s'est mis sous la dépendance des États-Unis et on s'y installe de plus en plus. Et les Allemands, si vous voulez, pour en revenir à eux, c'est un cas que je connais assez bien parce que j'ai vécu en Allemagne, j'ai travaillé sur ce pays. Parlons-en de l'Allemagne. Sont dans une position assez incroyable, c'est que d'un côté, leur classe dirigeante économique veut le partenariat avec la Russie. Voilà. Le patronat allemand n'arrête pas de répéter que c'est stupide cette politique parce qu'eux, ils font du business. La plupart des joint ventures, elles sont germano-russes. Ce sont eux qui ont les capitaux, ce sont eux qui ont leur machine-outil exportée vers la Russie. Bon, ils ont souffert de ça. Beaucoup. Alors, en France, c'est l'agriculture qui a plus souffert, et en Grèce et dans les pays de ce type-là, ou l'agroalimentaire. Mais les Allemands ont énormément souffert. Et les Allemands sont tiraillés, mais là aussi, ils sont otanisés, c'est-à-dire leur classe politique a été otanisée progressivement. Et les Verts allemands, les Grünen, sont la caricature de ça. Voilà. Parce que les Verts, ils sont plus américains que les Américains. Ils sont plus américains que le SPD et la CDU-CSU. Et maintenant, ils font l'apologie du gaz de schiste. Quand on entend des écologistes faire l'apologie du gaz de schiste, on est dans un monde de fous. Parce que c'est carrément d'un illogisme total, d'un point de vue écologique.
Monsieur Gallis, vous devez connaître notre ministre de l'Environnement ici au Canada, qui était vraiment un pro-vert, puis qu'aujourd'hui défend l'industrie pétrolière de Justin Trudeau. On en a ici plein aussi. On comprend Ouais. très bien ce que vous dites et on apprécie beaucoup ce que vous nous expliquez sur l'Allemagne, parce que ça, c'est un des points qu'on a analysé avec Jean-Claude Pomerleau, là, un de nos chroniqueurs ici, tout ce qui est en train de se passer en Allemagne, et ça vient essentiellement des industriels allemands qui, eux, c'est leurs intérêts là, qui sont mis en jeu directement. Et c'est le fun d'analyser ça parce que c'est là, à mon avis, là, qui y a un espoir, qui est une prise de conscience des Européens face à l'influence américaine qui joue complètement à l'encontre de leurs intérêts. Oui, et vous avez vu que Monsieur Scholz, le chancelier allemand, est allé en Chine. Et il est allé en Chine sans demander l'autorisation de ses collègues européens. Et tant mieux, parce qu'il joue sa carte. Et que les Allemands ont mis de côté leur patriotisme. C'était un terme tabou, le patriotisme, jusqu'à l'unification avec la chute du mur de Berlin en 1989. L'unification en 90-91, les Allemands faisaient toujours la négation de leur patriotisme. Pour eux, c'était tabou. Hein. C'était un mauvais mot parce que c'était rattaché ça au nationalisme, national-socialiste. Mais maintenant, ils l'assument et ils n'ont plus de complexe. Et pour compléter sur ce que vous disiez, à propos de Zelensky et des Américains, je crois qu'il faut rentrer dans les contradictions du bloc occidental. En réalité, les Américains ont leur agenda, les Allemands ont le leur, les Turcs ont le leur, et en fait, ils ne correspondent pas tout à fait. Vous m'entendez toujours? Excusez-moi, Monsieur Gallis. Oui, Monsieur Gallis, on vous entend très bien. Excusez-moi, oui. Monsieur Gallis, juste vous dire que j'ai dû juste sortir des coulisses 2 minutes. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Continuez. D'accord. Oui, j'avais perdu l'image, donc je ne savais pas si on m'entendait. Donc, oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer les contradictions du bloc occidental dans cette affaire, parce qu'en réalité, il n'y a pas que l'opposition, les divergences d'intérêts entre les États-Unis et Zelensky, mais il y a les autres aussi. Oui. Vous avez le jeu obscur de la Grande-Bretagne qui, dans cette affaire, moi, me paraît plus belliqueuse et plus jusqu'au-boutiste que les États-Unis. Les États-Unis ont une vision globale, ils y tiennent, ils veulent piloter, ils veulent garder leur suprématie, mais ils ont aussi le sens des limites, c'est-à-dire que, y compris avec le midterm, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, il ne faut pas aller trop loin. Et que les faucons autour de Biden sont obligés peut-être de se réfréner un peu. Mais au-delà de ça, vous avez le jeu de l'Allemagne qui est le sien, vous avez le jeu de la Turquie qui est un grand génie politique. Monsieur Erdogan est un type pour lequel je n'ai aucune sympathie, mais je respecte son intelligence. Ce n'est pas la même chose de respecter l'intelligence de quelqu'un et de lui être sympathique. Vous pouvez avoir des amis idiots et des ennemis intelligents. Bon, donc moi, je ne considère pas que M. Erdogan soit un ami, mais je considère que c'est un génie politique. Il arrive avec l'immigration à faire chanter l'Europe. Il arrive avec la Russie à faire un partenariat qui est en même temps une concurrence, parce qu'ils sont partenaires dans un certain nombre d'opérations, y compris pour que Erdogan ne soit pas trop dépendant des États-Unis et de l'OTAN. Il a besoin d'un partenariat relatif avec ses voisins russes, mais en même temps, la Turquie est concurrente de la Russie dans le nord de la Syrie. Ils n'ont pas le même agenda dans le nord de la Syrie. Hein. Et donc, vous voyez bien qu'actuellement, et le Royaume-Uni, il est sorti de l'Union européenne. Bon, le Frexit n'a pas engrangé tous les succès qui avaient été annoncés. À mon avis, c'est parce qu'on n'a pas changé la politique économique. Fondamentalement, on est toujours dans le même dogme néolibéral. Bruxelles est un accélérateur, mais ce n'est pas le créateur du dogme. Les Britanniques ont continué sur la même orientation, et puis ils sont très contents d'être un impérialisme relais. Depuis qu'ils ne sont plus un empire eux-mêmes, ils ont décidé d'être le second couteau des États-Unis. Et ils sont beaucoup plus radicaux. Vous avez vu qu'il se dit, on ne connaît pas la vérité, que cette jeune femme qui avait été victime d'un attentat, la philosophe russe, dont la voiture a explosé,
cette jeune femme, elle aurait été victime d'une opération combinée des services secrets ukrainiens, mais pilotée par les Britanniques. Et c'est clair que les Britanniques, les forces spéciales, sont annoncées comme très présentes en Ukraine. Même le journal français Le Figaro, 3 semaines avant l'invasion russe, annonçait que des commandos spéciaux britanniques étaient en Ukraine. Donc c'était écrit dans le journal. Effectivement. Et donc il y en a d'autres certainement. Hein. Il y a les Canadiens, il y a des Français, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir des troupes massives pour faire de l'instruction, du sabotage, etc. Donc voilà pourquoi je pense que la situation est beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air, que les Allemands défendent très bien leurs cartes. C'est la première puissance européenne, c'est la deuxième ou troisième puissance mondiale. Il y a un excellent livre qui a été écrit qui s'appelle Le choc des empires par monsieur Quatrepoint, et qui est un journaliste économiste français qui a beaucoup travaillé sur Alstom et ces dossiers-là. Et il montre très bien que les empires, c'est l'empire des États-Unis, c'est la Chine et c'est l'Allemagne. Ça compte. Et d'ailleurs, la route de la soie, c'est un projet qui va bénéficier d'abord à l'Allemagne d'un côté et à la Chine de l'autre. Ce sont les deux extrêmes. Voilà. Vous venez de voir que les Chinois viennent de prendre une participation minoritaire dans le port de Hambourg. Oui. Bon, ils avaient acheté déjà une partie du port du Pirée, en Grèce. Bon, maintenant, ils sont en train de s'étendre au nord avec une partie. Bon, ils n'ont pas acheté plus de 50% qu'ils avaient prévu parce que les Allemands ont quand même mis le haut là en disant qu'ils voulaient garder la majorité. Donc, ça, c'est la réalité de ce monde complexe, multipolaire dans lequel on est en train d'entrer, mais d'entrer avec violence. Parce que, comme vous le disiez, la fin des empires, c'est jamais calme. Hein, c'est toujours des turbulences, une repolarisation des alliances. L'OTAN s'est maintenue. On a promené les Russes en leur disant peut-être vous y serez. Vous êtes ils avaient créé un comité mixte Russie-OTAN, le corps, hein, pour faire patienter les Russes. On l'avait dit vous allez rentrer dans le Partnership for Peace. Alors le Partnership for Peace, c'est l'antichambre de l'OTAN. C'est pas l'OTAN, mais c'est un peu l'OTAN. Il y a la Suisse dedans. Il y a déjà la Suède dedans. Ils sont déjà dans l'antichambre. Ils ne vont pas rentrer comme ça tout à coup. Ils sont déjà dans l'antichambre. Et donc, ces pays-là, ils ont été petit à petit phagocytés, rentrés dans la sphère de l'influence que vous appelez l'anglosphère, et c'est assez juste. Et maintenant, il n'y a plus de résistance en face. Les Français sont rentrés dans le commandant militaire intégré de l'OTAN avec Sarkozy. Oui. Il avait déjà un pied dedans avec Chirac, mais pas totalement. Chirac faisait de la coordination, il était invité, etc. Avec Sarkozy, on est rentré dedans. Quand M. Hollande était dans l'opposition à M. Sarkozy, il a protesté. Il a dit que c'était pas bien de se mettre à la remorque des Américains. Et quand il est devenu président, il a demandé à Hubert Védrine, alors qu'est-ce qu'on fait? On reste ou on s'en va? Mais en fait, il lui a dicté la réponse. Il lui a dit, Hubert, s'il te plaît, tu conclus qu'on doit rester. Donc Hubert, il a fait ce qu'on lui a dit. Il a fait un rapport qu'on peut trouver sur Internet qui est d'une indigence intellectuelle assez grave. Et puis, non seulement Hollande a confirmé la décision de Sarkozy, mais il l'a même accompagné et prolongé en offrant les facilités fiscales et financières aux bases américano-canadiennes. Parce que quand on dit les Américains, en fait, il faut l'entendre au sens géographique, c'est qu'il y a toujours des unités canadiennes qui accompagnent les unités américaines à l'étranger, en particulier en France. Donc, pour le moment, ils n'ont pas de base, ils n'ont qu'un commandement unifié, mais ils peuvent le faire quand ils veulent. Et ils ont déjà l'exonération fiscale qui est prévue par les procédures réactivées d'avant la sortie de l'OTAN. Donc, voilà pourquoi le monde est complexe, et voilà pourquoi, moi, une des choses qui me surprend, si vous voulez, comme irénologue, chercheur sur et pour la paix, c'est que les gens qui ont l'air d'avoir le plus d'intelligence, aujourd'hui, ce sont les officiers supérieurs des différentes armées. Je lis des généraux français, je lis des généraux italiens. Vous avez vu qu'un vice-amiral allemand a dû démissionner parce qu'il avait dit qu'il fallait comprendre Poutine. Oui. Oui. Bon. Donc, vous avez plein de gens qui sont intelligents parce qu'eux, ils connaissent la réalité, les militaires. Ils savent que la guerre, ça coûte du sang, ça coûte des vies.
alors que les politiciens idéologues, ils peuvent toujours dire il faut y aller, il faut y aller. Eux, ils sont dans leur bunker, tranquilles à l'abri, et ils ne sont pas menacés. Donc c'est peut-être une chance, c'est que de temps en temps, il faut jouer les militaires intelligents, je dirais pas pacifistes, mais qui ont juste l'économie des moyens, parce qu'on peut être peace researcher et défendre l'armée. Moi, je ne suis pas pour la dissolution des armées. Je pense qu'il faut un minimum d'armée, il faut un minimum d'armement, il faut être capable de se défendre. Mais si vous voulez, la grande différence entre les autres et nous, c'est que les autres disent si vis pacem, para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Bon, mais sauf quand on prépare trop bien la guerre, quand on a trop d'armes, trop d'hommes massés, on provoque l'adversaire. C'est-à-dire, au lieu de l'éviter, on attise la guerre. Et nous, les chercheurs pour la paix, on a une autre devise, c'est si vis pacem, colle justitiam. Si tu veux la paix, cultive la justice. Cette devise, elle est au Palais de la Paix, à La Haye, qui est le siège de la Cour internationale de justice, et elle est dans le siège historique du Bureau international du travail, l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui est une des plus vieilles ONG, créée en 1919, après la Première Guerre mondiale, et qui, comme vous le savez, est une organisation tripartite. Vous avez les employeurs, les employés et les États qui sont représentés. Et en 1969, l'Organisation internationale du travail, basée à Genève, a eu le prix Nobel de la paix, justement parce qu'ils défendent la paix civile et la paix internationale. La paix, c'est pas simplement la paix à l'étranger, c'est aussi la paix dans ses propres rangs. Quand on facilite les tensions interethniques, interlinguistiques, enfin vous connaissez la situation chez vous, en réalité, on n'est pas pacifiste, on jette de l'huile sur le feu. Il faut trouver le moyen de faire vivre sa propre population pacifiquement, paisiblement, avant d'aller vendre des recettes de paix à l'étranger. Voilà, si vous voulez, pour répondre à votre question. Oui, Zelensky est un peu abandonné, mais il est soutenu, à mon avis, beaucoup plus par les Britanniques que par les Américains, et puis par les factions d'extrême droite qui sont les nationalistes ukrainiens. Jacques Beau, qui est un de nos collègues que je vous invite à contacter, Jacques Beau est un ancien colonel des services de renseignement suisses. Je connais très bien Jacques Beau, je suis beaucoup ses vidéos aussi. C'est quelqu'un qui nous informe très bien. Continuez. Voilà. Alors, si vous travaillez avec lui, moi, je m'appuie sur lui pour ce qui est le détail des opérations militaires, parce que je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas polémologue, je suis irénologue. Donc, pour le détail des opérations militaires, mais il a fait plusieurs exposés où il analyse quels sont ces groupes, ces milices paramilitaires, dont certains sont d'extrême droite en n'étant pas néo-nazis, d'autres sont carrément néo-nazis. Il y a toute une palette en réalité, mais ils sont tous pas très fréquentables en réalité. Qu'ils soient néo-nazis ou pas, ils ont un arrière-plan idéologique raciste, la supériorité par rapport aux Asiatiques, et y compris les Slaves. Hein. Il y a toute la mythologie qu'on trouvait déjà chez les nazis, c'est que les Slaves sont des sous-hommes, Untermenschen, des sous-hommes, et donc on peut dominer les sous-hommes. Voilà un petit peu le cadrage pour répondre à votre question. Voilà, et moi, j'aimerais qu'on parle, il nous reste à peu près 30 minutes, qu'on parle de l'arme numéro 1 de l'anglosphère, qui est le système d'information, qui est très, très... C'est lui là, qui, en ce moment, semble contrôler l'information en Occident. Et nous, ici à Radio Infocité, on dit il va falloir à un moment donné une dose de réalisme à ces gens-là si on veut sortir du brouillard de la guerre. Et donc, parlez-moi un peu moi, je suis quand même assez attentivement les plateaux de télé, autant LCI, BFM TV. D'ailleurs, hier à l'émission, on a parlé de l'intervention de M. Tolstoï à une émission de BFM TV où il vraiment a remis les pendules à l'heure, et parce que il y a un espoir auquel on s'attache en ce moment du côté de l'Occident, c'est que Zelensky pourrait reprendre le Donbass, même la Crimée. On est rendu à penser à la Crimée. Comment on peut sortir de
de cette idée-là qui entretient en ce moment l'espoir en Occident d'un changement de dernière minute qui apporterait le succès aux Ukrainiens. Comment on va... parlez-moi un peu du traitement médiatique là, qui nous éloigne de la réalité. Ben, c'est assez catastrophique et c'est de pire en pire. Nous avons fait il y a un mois, notre institut de recherche, le JPRI, nous avons fait à Soleure, qui est une ville du centre de la Suisse et qui est à la frontière linguistique. C'est pour ça que nous l'avons choisie. Elle est majoritairement germanophone, mais on y comprend quand même plus le français que si on va carrément dans les zones comme Zurich ou Appenzell. Donc vous avez une subtilité. Vous savez que la Suisse, c'est un pays où il y a 3 langues officielles et 4 langues nationales. Hein. Oui. Les 3 langues officielles sont l'allemand, qui fait 60% de la population, le français, qui fait un gros 20%, et l'italien, qui fait un petit 10%, et puis le romanche, hein, qui est une langue nationale, mais qui n'est pas une langue officielle. Elle n'est pas officielle, mais que sur tous les billets de banque, vous avez quand même la mention en romanche de la valeur du billet. Donc, cette propagande-là, on a intitulé notre colloque « Quels médias pour la paix ?» Voilà. On a fait venir des journalistes et des correspondants de guerre francophones, latino-américains et allemands. Et il y avait un Britannique aussi, un Britannique qui travaillait pour une ONG palestino-américaine ou américano-palestinienne, comme vous voulez. Et lui, et puis la journaliste allemande était une journaliste qui était spécialisée dans le Moyen-Orient. Elle avait été correspondante de guerre pendant longtemps au Moyen-Orient, accréditée, et elle expliquait comment son travail était censuré. Donc moi, je pense que ça rentre totalement dans ce qu'on appelle Infowar. Infowar, mais Infowar stricto sensu et Infowar lato sensu. Stricto sensu, c'est le contrôle de l'information, c'est-à-dire la propagande. C'est pas nouveau, hein. Ça, vous pouvez relire Sun Tzu, le contrôle de l'information, la manipulation de l'opinion, c'est un truc fondamental qui fait partie des dispositifs de contrôle de la population et surtout en temps de guerre. Je rappelle quand même le fameux livre d'Edward Bernays, hein, Propaganda. Vous savez, le neveu de Freud, qui avait été mobilisé par le Creel Committee. Creel Committee, ça a été créé par le président Wilson pendant la Première Guerre mondiale, parce que le président Wilson s'était fait élire sur un programme de non-implication dans la guerre mondiale. Donc, il s'était fait élire sur un programme de paix, de non-participation à la guerre, et puis, en cours de route, il a voulu changer d'avis en se disant « il faut qu'on rentre dans la guerre. On a des intérêts, nous les États-Unis, dans cette guerre européenne, d'accord, c'est les Autrichiens, les Français, les Allemands, les Belges, les Britanniques, mais nous, si on n'y est pas, on ne va pas pouvoir faire prévaloir nos intérêts, donc on va y rentrer. » Et ça a été d'ailleurs le début de leur suprématie. C'est la Première Guerre mondiale, confirmée par la Deuxième. Mais ça a permis de booster leur industrie, ça a permis d'accroître leur dépendance sur l'Europe, ça a accéléré la fin du colonialisme britannique et français, et puis ça a été remplacé par l'impérialisme britannique et le néocolonialisme. Donc, la commission Creel, elle a été la première institution de propagande de guerre. Hein. Vous aviez des militants, on dit aujourd'hui les activistes parce que c'est devenu un anglicisme, les militants qui faisaient des opérations coup de poing dans les spectacles de théâtre ou de cinéma. On leur avait donné un texte de 20 à 30 secondes à dire. Ils disaient ce texte et ils se rasseyaient. Le temps que la police arrive pour les arrêter, ils avaient déjà fini leur spectacle. Donc, c'était des opérations coup de poing de propagande et ça a marché. Depuis, on est passé de ce système artisanal à un système industriel, la concentration des médias, les images et puis les grands majors des Google, Amazon et compagnie. Donc, GAFAM, qu'on appelle. Les GAFAM, voilà. Oui. Les GAFAM. Les réseaux sociaux qui ont accentué ça, qui ont développé là, des groupuscules qui nous manipulent sans qu'on s'en aperçoive. Absolument. Et puis, vous avez des trolls là derrière, vous avez des ordinateurs qui vous font croire que ce sont des personnes. Donc, on est dans un système très grave
aggravée par le fait que les Européens bafouent le droit et bafouent leurs propres valeurs, parce que l'interdiction des médias russes, décidée avec un abus de pouvoir caractéristique par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ce n'est pas dans ses compétences. Elle n'a pas le pouvoir de décider qui informe qui. Mais vous savez que cette interdiction est contraire à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme est très claire, je crois que c'est l'article 19. Elle prescrit que le droit de recevoir de l'information sans censure, sans contrôle, est un droit de l'homme. Or, vous avez des pays qui ont bafoué ce principe-là. RT France, Russia Today France a fait un recours auprès de la Cour européenne de justice avec deux volets, une condition d'urgence et puis un jugement de fond, demandant un jugement de fond. La Cour européenne de justice a statué sur la non-urgence, c'est-à-dire la Cour européenne de justice a fait valoir qu'il n'y avait pas préjudice immédiat contre les intérêts de Russia Today, ce qui est évidemment faux, puisqu'ils ont dû licencier du personnel. Hein. Donc là, ils n'ont pas soi-disant apporté la preuve. Maintenant, on attend le jugement sur le fond, qui devrait venir dans les prochains mois. Et là, je ne sais pas quelle acrobatie juridique vont faire les juristes. Soit ils vont être honnêtes et ils vont dire que c'est illégal, soit ils vont chercher à invoquer la sécurité, la menace, ils vont rentrer dans une logique de vocabulaire de l'OTAN. C'est une menace à la sécurité et à la paix, donc en cas de menace, on suspend les lois. On est dans un état d'exception. Voilà le genre de situation. Mais vous savez, moi, je vis ça personnellement. Je ne suis plus invité dans une seule émission de radio et de télévision publique en Suisse. Ah oui? J'ai été invité pendant 10 ans. Bien sûr, j'ai vu plusieurs de vos vidéos. Alors maintenant, on m'ignore. Je ne suis plus invité. On fait comme si je n'existais pas. J'écrivais dans des journaux privés, dont Le Temps, qui est à Genève et à Lausanne. Je suis interdit de publication parce que j'ai osé critiquer la politique en Syrie, la politique occidentale en Syrie, et j'ai osé critiquer l'OTAN. Ah oui, on a reçu hier M. Azam qui a été coupé, la même chose aux alentours de 2011. On le demandait souvent sur les plateaux en France pour expliquer des dossiers au Moyen-Orient. Et là, on lui avait demandé de venir commenter le dossier syrien. Et j'ai passé l'entrevue hier, cette partie-là en tout cas, où il essaie de dénoncer le mensonge des médias et de la machine américaine. Et il a été coupé par la suite. Il n'a plus jamais refait de télé sur les médias de masse. Absolument. Mais ça va avoir un effet, ça va aggraver le fossé entre l'opinion publique ou les peuples au sens large, les populations, les peuples. La notion de peuple est une notion politique. Hein. La notion de population est une notion démographique, mais la notion de peuple me paraît plus juste. Vous avez un fossé entre ce qui s'appelle les élites. On peut discuter de savoir si ce sont vraiment des élites, d'ailleurs, les élites politiques, et puis la population. Mais actuellement, vous avez les réseaux parallèles qui se développent et le fossé s'agrandit entre les gens qui soit ne regardent plus la télévision, soit la regardent mais sans y croire, ce qui est mon cas d'ailleurs. Moi, je fais un peu les deux. J'ai tellement de mal à regarder que maintenant, j'évite de m'énerver devant mon téléviseur. Mais vous savez, ce qui est grave, c'est que l'OTAN, dont je vous disais tout à l'heure, c'est pas seulement une machine de guerre, c'est un think tank, c'est une machine idéologique. Elle est en train de préparer un nouveau concept que je vous invite à étudier. C'est la notion de cognitive warfare, la guerre cognitive. Allez regarder sur les moteurs de recherche. Vous avez un ingénieur et colonel français qui est en charge de piloter ou de copiloter, j'imagine qu'il a des Américains à ses côtés, il est en train de piloter ce projet. Et cognitive warfare, c'est expliqué par eux-mêmes. Ça a comme objectif de faire de nos cerveaux, le vôtre, le mien, les champs de bataille et les armes de guerre des guerres du 21e et 22e siècle. Ah oui, c'est de préparer l'opinion publique, voilà. préparer... C'est un stade de plus que InfoWar. Parce que quand vous êtes à cognitive warfare, ça veut dire que vous avez un branchement permanent entre les ordinateurs des grands médias, les ordinateurs militaires,
les agences de renseignement, NSA, vous reprenez Snowden et toutes les révélations de Snowden dans son livre, hein, Mémoire vive en français, Personal Record en anglais. Bon, moi je l'ai lu, c'est hallucinant. C'est hallucinant parce qu'il a expliqué qu'il a commencé à espionner la planète depuis Genève. C'est depuis la mission des États-Unis, la mission des États-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies Genève, où il y a tout un système de satellites. Et en plus, il a dit qu'il y avait un autre avantage, c'est que c'est extraordinairement bien câblé. Les câbles Internet qui passent sous terre et sous mer sont très bien dotés à cet endroit-là. Pourquoi? Eh bien, grâce au CERN, Centre européen de recherche nucléaire. Donc, vous avez un câblage très intéressant. Vous avez les satellites en haut, vous avez le câblage informatique en bas, et Snowden explique qu'on peut rentrer dans votre téléviseur et vous espionner. Si la NSA décide de savoir ce que vous faites dans votre salon, si vous ne bouchez pas le voyant, vous êtes filmé et vous êtes auditionné. Donc, ça veut dire que le cognitive warfare, ça veut dire une intégration des systèmes militaires et civils, des systèmes médias et des systèmes de formatage de l'opinion, aggravés par la concentration de la presse. Alors, le côté positif, et c'est là où toute action entraîne une réaction, c'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas désespérer de l'humanisme politique et l'humanisme civique en général, c'est que toute action entraîne une réaction. Vous avez une concentration des maisons d'édition, mais vous avez plein de petites maisons d'édition qui sont nées pour publier des auteurs non mainstream. Mais pour ne pas dire mainstream, pour éviter l'anglais, je dis non convenu en français. Voilà, merci. Parce que je trouve que le terme convenu est assez significatif. Donc, toute cette réaction, ça veut dire que vous avez des médias alternatifs, vous avez des sites alternatifs, par lescrises.fr en France, qui est un média alternatif, qui vient maintenant d'avoir une chaîne vidéo avec Olivier Berruyer qui fait un excellent travail. Donc, si vous voulez, on n'arrive pas à faire la censure. Et même la censure de RT France, les Français peuvent la contourner. Oui. Vous avez des moyens d'y accéder. En Suisse, d'ailleurs, c'est la seule exception. La Suisse, elle a beau être neutre, elle a avalisé toutes les sanctions de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique, à l'exception d'une ou deux, et notamment l'interdiction de RT France. Donc en Suisse, vous pouvez écouter RT en allemand, vous pouvez écouter RT en français, sans censure. Bon, et puis ailleurs, ben, on la contourne. Et c'est pour ça que c'est idiot. Et c'est pour ça que quand Macron, qui est à peine mieux que votre Premier ministre, chez vous, ils sont du même tabac d'ailleurs. Je crois qu'ils ont l'air d'être moulés dans le même moule. Ils ont les mêmes tics et les mêmes défauts. Macron a dit méfiez-vous parce que RT France et puis Sputnik, c'est financé par le gouvernement, par l'État russe. Mais les chaînes françaises, elles ne sont pas financées par l'État français. Absolument. Et même les journaux privés français, ils sont financés avec une aide publique à hauteur de plusieurs millions. Le Monde, Libération, Le Figaro reçoivent plusieurs millions par an à titre individuel chacun pour soutenir la presse. Ce qui était une initiative sortie de la résistance. Mais au sortir de la résistance, il fallait reconstruire la presse, casser les monopoles. Aujourd'hui, ce sont des monopoles que l'on consolide. Donc, on est dans une vraie, si vous voulez, on passe de Infowar, et j'ajoute Infowar, ce n'est pas simplement la propagande, c'est aussi la guerre de l'information que l'on va produire et chercher. Quand vous entrez dans l'ordinateur de quelqu'un, quand vous sabotez les centrifugeuses irakiennes, vous avez vu que au moment de la première guerre du Golfe, il y a eu, ou entre les deux guerres, vous aviez eu des bombardements israéliens sur des installations nucléaires irakiennes. Oui. Bien. Donc, ils ont envoyé des bombes, c'était classique. Quand après, ils ont voulu bloquer le programme iranien, le programme nucléaire iranien, ils ont fait ça à distance. Ils n'ont pas eu besoin d'envoyer des avions. Ils ont manipulé les ordinateurs des centrifugeuses de nucléaire iraniennes à distance et ils ont ralenti le programme et ils l'ont saboté. Infowar, c'est aussi ça. C'est-à-dire que vous pouvez faire la guerre de l'information, pas simplement sur les opinions publiques, mais sur carrément les outils du hacking d'ordinateur, mais pas des hackers privés, des hackers officiels, oui. Des hackers néo-officiels.
Donc voilà un peu pourquoi on est soumis à ce matraquage-là et qu'il est très difficile d'y résister. Exactement. Puis, parlez-moi donc un peu du rôle des industriels, entre autres Elon Musk et compagnie. C'est un phénomène que je vois apparaître dans ce conflit-là. C'est-à-dire que c'est plus juste des États, mais aussi des multinationales qui s'affichent comme telles, comme étant des acteurs entre autres, de la guerre en Ukraine. Ça pour moi, c'est un phénomène très nouveau. Comment expliquer ça? Est-ce que ça existait avant? Moi, je suis un peu impressionné de ça aussi. Ces multinationales-là semblent dépasser le rôle des États. Et comment expliquer ce rôle-là, M. Gallis? C'est très ancien, mais ça n'a pas les mêmes formes. Si vous prenez Florence, hein, et la fortune des familles dirigeantes de Florence qui ont eu des papes, qui ont eu le contrôle de l'Italie pendant une partie de l'histoire, toutes ces grandes banques qui sont nées pour une large partie d'entre elles en Italie. Hein. Après, le centre de gravité s'est déplacé vers le nord de l'Europe, mais elles ont gardé leur influence. Ces banques-là, elles finançaient des mercenaires. En fait, les rois, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils faisaient un deal, un accord avec les grandes seigneuries et avec les hommes de guerre qui levaient des armées. Et le deal, c'était, tu lèves pour moi 200 hommes, tu sers ma cause et je t'offre des terres. Voilà pourquoi on était dans un partenariat public-privé de tout le temps. Le trésor royal ou le trésor impérial, il avait lui-même des moyens limités. Donc il fallait qu'il compose avec les féodalités et qu'il négocie en permanence. Et aujourd'hui, c'est la même chose. La NSA, elle négocie avec les GAFA. Elle négocie avec Google et Amazon. Quand j'avais vu un jour la déclaration du FBI disant nous allons demander l'autorisation pour regarder les ordinateurs d'Amazon ou de Facebook ou de je ne sais pas qui, c'est une plaisanterie. S'ils veulent craquer leurs ordinateurs, ils les craquent. Puis sinon, ils les amendent ou ils les mettent en prison et puis les autres, ils vont céder vite fait. Il n'y a pas de privé. Mais pour le grand public, il a fallu faire croire que le secret privé était bien gardé et qu'on n'allait pas donner ça aux services de renseignement. En réalité, ils travaillent ensemble. En réalité, les passerelles sont permanentes, comme du temps de Florence. C'est un partenariat et on dit aux grandes sociétés, bon, on vous fait des facilitations fiscales. En contrepartie, vous allez créer une fondation exonérée d'impôts. Mais dans cette fondation, vous allez travailler en partie pour nous. Vous voyez, les deals, ils sont toujours très nombreux. Et en réalité, ça rend la situation beaucoup plus complexe. C'est qu'on reproche aux Russes d'avoir la société Wagner. Mais les Russes, ils ont fait que copier en petit ce que les autres font en grand depuis plus longtemps. Les Français l'ont fait, les Britanniques l'ont fait, les Américains l'ont fait, les Sud-Africains étaient parmi les premiers à l'avoir fait. Les Sud-Africains de l'apartheid étaient les premiers à avoir des sociétés privées de sécurité. Donc voilà pourquoi on est aujourd'hui dans une espèce de capitalisme qui n'est pas un capitalisme d'État, mais qui est para-étatique. Vous avez une imbrication extraordinaire où vous ne savez plus où commence le national et l'international, le public et le privé. En fait, vous avez des grands conglomérats qui traversent et qui sont franco-américano, tout ce que vous voulez, israéliens dans certains cas. Il ne faut pas les oublier non plus. Ils jouent un rôle important dans toutes ces opérations-là. Et ils sont aux portes de l'OTAN, si vous voulez. Ils ne sont pas dans l'OTAN, mais ils sont associés. Et donc, vous avez des connexions d'intérêts qui font que on ne peut pas dire à un moment donné c'est un tel ou c'est un tel. Et vous avez qu'à voir le passage des uns du public au privé. Vous avez M. Manuel Barroso qui était un exemplaire typique de ça. Vous savez que quand moi j'ai travaillé sur le profil de M. Barroso, j'avais fait un article que j'avais dû négocier avec la presse parce qu'il était un peu trop agressif. Quand M. Barroso a quitté la présidence de la Commission européenne, il avait, je crois, 6 mois de vacances avant de trouver un emploi dans le privé, pour donner l'impression qu'il n'était pas tout de suite recruté. Donc, c'était une espèce de fausse virginité, parce que vous mettiez 6 mois ou 1 an, ça ne change pas grand-chose. Vous êtes de toute façon déjà coopté à l'avance. Mais M. Barroso,
il avait été coopté quand il était jeune étudiant, déguisé en maoïste, mais il était déguisé en maoïste pas pour faire plaisir à Mao Tse-tung, parce qu'il était anti-soviétique et anti-russe. Et il n'y avait que deux syndicats étudiants, a-t-il expliqué, les pro-russes et les pro-chinois. Donc la meilleure façon d'être anti-russe, c'était d'être pro-chinois. Et il a travaillé avec qui? Avec Frank Carlucci. Frank Carlucci, il a été ambassadeur des États-Unis au moment de la révolution des œillets, et il a contrôlé à ce que le Portugal ne bascule pas dans le socialisme et dans le camp soviétique. Il a été envoyé là pour ça, Frank Carlucci. Il a traité avec Barroso, et puis après, il a été dans un des principaux groupes militaires américains de l'armement, et après, il s'est retrouvé directeur adjoint de la CIA. Bon, vous voyez bien comment les passages se font. Hein? Et Sarkozy, il a travaillé avec les mêmes bons hommes. Les mêmes bons hommes. Sarkozy, depuis qu'il avait 15-16 ans, son ex-belle-mère avait épousé un type qui travaillait pour la CIA, dont le père était un des directeurs de la CIA. Donc Sarkozy, il a été formaté depuis l'âge de 15-16 ans à faire tous ses étés, à apprendre l'anglais. D'ailleurs, il l'a mal appris quand on l'écoutait parler. Il fallait que Gara fasse la traduction. Mais en réalité, ils ont été programmés. Et tous les programmes d'encadrement des jeunes dirigeants européens, hein, les programmes américains, la fondation franco-américaine qui a été créée par Giscard et Ford, mais elle a formaté des générations entières de jeunes cadres politiques et économiques, dont François Hollande, dont Sarkozy, dont un certain nombre d'autres. Monsieur Gallis, ça devient des spécialistes du casting qui, à travers leurs organismes, peuvent choisir les plus, excusez, nous au Québec, on dit les plus suiveux. Donc, c'est intéressant. Puis, parlez-moi aussi, excusez, j'en perds, mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que nous, on traite de ça depuis longtemps et là, d'avoir tous vos connaissances ce matin, merci beaucoup encore une fois d'être venu. Maintenant, c'est ça, nous, on remarque justement dans l'information qu'on nous prépare depuis, je vous dirais, 2 mois, là, qu'on nous parle intensément d'un possible conflit nucléaire. Depuis quelques jours, on nous a reparti la chanson de Zaporijjia qui serait bombardée, que les Russes bombarderaient eux-mêmes à Zaporijjia. On a une... Madame Galacteros aussi, Caroline Galacteros, qu'on suit beaucoup, qui est dans un article de RT, justement, dit comment on va faire pour sortir Zelensky de cette logique du jusqu'au bout qui nous mène dans un conflit total. Et heureusement, là, on voit les Américains vouloir se retirer un peu. Comme vous le disiez tantôt, les Américains, eux, ont avantage à avoir une intensité de conflit juste assez bien pour continuer à financer leurs opérations, tandis que les Anglais, qui, nous, on a Capitaine Place qui nous en a parlé beaucoup, et vous faites bien de le noter, les Anglais, eux, semblent être beaucoup plus belliqueux, semblent être beaucoup plus pressés d'en finir avec la Russie. Donc, à l'image de Madame Galacteros, que vous avez dû lire l'article là, sur RT, comment sortir de cette logique-là en ce moment? Et nos médias ici semblent être beaucoup dans cette logique-là. Oui, moi je connais bien Caroline Galacteros, on l'a invitée dans un de nos colloques, nous lisons ses travaux. C'est une des rares spécialistes de géopolitique en France à échapper à cet aspirateur otanien, je dirais, pour faire court, hein, le discours formaté de l'OTAN. Moi je pense que la chance de l'arme nucléaire, c'est qu'elle est tellement radicale qu'elle est trop dangereuse pour être utilisée. Mais ça, si on fait une analyse rationnelle, c'est juste. Seulement, la guerre n'est pas rationnelle. Le problème, c'est que la guerre, ni la vie politique en général, c'est pas fait avec des arguments rationnels. C'est fait avec des passions. C'est fait avec des convictions. C'est fait avec des opinions. Là-dedans, il y a un peu de raison, mais beaucoup de déraison. Et donc, c'est avec ça qu'on joue. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un imbécile fasse une fausse manœuvre ou une provocation,
Alors, heureusement, les Russes sont intelligents. Heureusement. Pendant la guerre froide, vous savez qu'il y a eu plusieurs guerres nucléaires qui ont été évitées grâce à l'intelligence des Russes. Je me souviens d'un cas qui a été signalé où les appareils de détection des missiles ennemis en Russie avaient repéré des signaux d'une attaque qui semblait être une attaque nucléaire et qui était en réalité une chute de météorites particulièrement intense. Et si l'officier de surveillance russe n'avait pas été intelligent et qu'il appliquait la procédure au pied de la lettre, il appuyait sur les boutons et il mobilisait la chaîne de commandement. Heureusement, ce type a fait des vérifications en disant c'est quand même bizarre, c'est pas sûr, on va faire le job. Et après, on lui a donné une décoration. Même à l'Ouest, on a dit il a évité une possible guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est la même chose. Vous avez l'Inde et le Pakistan qui sont deux puissances nucléaires voisines. Vous n'avez pas de temps de réaction. Entre la Russie, et c'est d'ailleurs pour ça que les Russes s'inquiètent des missiles posés en Ukraine, ou possiblement en Ukraine, mais en attendant en Pologne, Oui. parce que si les missiles partent des États-Unis et pour arriver en Russie, il faut un certain temps. On peut encore négocier, on peut encore les détruire. S'ils partent de Pologne, les Russes sont obligés de faire que ce soit comme si c'était une attaque nucléaire, et dans ce cas-là, ils répondent à une hauteur de menace, d'autant qu'ils ne savent pas quelle est la charge qui est à l'intérieur. C'est l'argument des Russes, c'est-à-dire nous, on ne saura pas ce qu'il y a dans le missile qu'on va nous envoyer. Donc on est dans une situation où on joue avec le feu. On peut espérer que les diplomates dans l'ombre fassent du bon travail. Vous savez qu'actuellement, ce sont essentiellement les Turcs qui font des médiations. Il semble qu'il y ait des médiations avec des concernés. Il n'est pas impossible que les Chinois mettent leur grain de sel. Ça serait d'ailleurs l'agenda caché de la visite de Scholz en Chine. C'est qu'il y avait un volet officiel qui était le commerce, le business, et puis il y aurait eu un volet caché qui était de possibles négociations pour que les Chinois interviennent dans le processus de rapprochement des uns et des autres. Donc moi, je peux espérer que les diplomates, je sais que les diplomates s'activent, parce que j'ai moi-même été impliqué un jour dans un conflit, dans un risque de menace de conflit avec l'Iran. Hein. J'ai été directement impliqué dans une opération de facilitation entre les États-Unis et l'Iran dans le second track. Vous savez ce qu'on appelle la diplomatie parallèle, non conventionnelle. J'ai participé à une opération de ce genre. Donc je sais que dans l'ombre, il y a des gens qui travaillent. Donc ça, c'est la première raison de ne pas être trop pessimiste. Mais ça ne nous met pas à l'abri d'un accident ou d'un imbécile. Et ça, je crois qu'il faut en être vraiment conscient et qu'envoyer des armes, ce n'est pas la solution. Il faut envoyer des diplomates qui fassent un travail de conciliation et puis ils vont trouver des arguments pour ramener un peu de paix dans ce dispositif de guerre qui a été programmé pour la guerre depuis 30 ans. Alors, effectivement, c'est ce qu'on découvre, puis ce qu'on essaie d'analyser ici à Radio InfoCité. Et vous êtes venu ce matin là nous éclairer là-dessus. J'ai le capitaine Place qui s'est ajouté à nous, celui qui nous offre des invités de qualité. Capitaine Place, vous vouliez intervenir. Il reste à peu près 15 minutes à l'émission. Donc, j'aimerais bien effectivement vous voir échanger avec Monsieur Gallis. Je vous laisse la parole. Je ne souhaitais pas vraiment intervenir. Je te remercie de me donner la parole. D'abord, je salue mon ami Gabriel Gallis, que je n'ai pas vu depuis longtemps. Bonjour, capitaine. Voilà, avec qui on est en relation plutôt téléphonique et par Internet. Donc, je le remercie surtout d'avoir accepté cette invitation, d'abord. Bon, je n'ai pas pu suivre son intervention puisque j'avais des problèmes de connexion Internet depuis 2 jours. Donc, mais là, bon, voilà, j'ai réussi à résoudre le problème grâce à un de mes amis. Et donc, je n'ai pas suivi, mais je connais la position de Gabriel. Je sais qu'elle est raisonnable et qu'elle va dans le sens de l'apaisement. Donc, je lui fais toute confiance hein, pour tout ce qu'il a pu dire, car je connais son combat pour la paix. En ce qui me concerne, je pense que ce que j'ai pu entendre depuis que je suis rentré dans l'émission, hein, effectivement,
je pense que les gens qui pourront en dernier ressort nous éviter une catastrophe nucléaire sont les militaires. Je suis moi-même un ancien soldat et j'affirme que les vrais soldats, en fait, sont pacifistes. Je reciterai à nouveau M. Clémenceau, que je n'aime pas particulièrement, qui disait « La guerre est une chose trop sérieuse pour la confier à des militaires. » J'ai pour habitude de répondre à cette maxime, car la paix est une chose trop sérieuse, trop précieuse, pardon, pour l'abandonner à des gens comme M. Clémenceau, qui était un va-t-en-guerre absolu. Donc, et je pense que si nous évitons le pire, ce sera peut-être parce qu'à un moment donné, comme vient de l'évoquer Gabriel, il y aura un militaire, à un moment donné, qui se dira non, ça je ne peux pas le faire. J'ai reçu des ordres, mais je ne peux pas exécuter un tel ordre. Et c'est certainement ce qui peut nous sauver d'une catastrophe générale. Parce que les militaires, en fait, sont des gens désintéressés. Sont des gens qui savent qu'on n'emporte rien dans la tombe, qu'au combat, on risque fortement de mourir, donc ça ne les intéresse pas particulièrement. Quand c'est absolument nécessaire, ils rentrent dans la danse, en quelque sorte. Mais ce qui motive alors, je ne parle pas de mercenaires, bien sûr. Hein. Mercenaires, c'est autre chose, il peut être intéressé par l'appât du gain. Hein. Je parle des militaires tels que ceux que nous avons, par exemple, en France, ou les patriotes qu'on a, par exemple, en Suisse, hein, qui sont des gens qui sont au service de leur pays, et non pas qui sont des citoyens en armes. Et c'était ce qu'on avait, nous, avec le service militaire hein, en France. On avait des citoyens, le peuple était en armes, voilà. Et donc, on défendait les intérêts du peuple, et il fallait, pour pouvoir engager des appelés, c'est-à-dire des gens qui faisaient leur service militaire, il fallait une décision du Parlement. Donc voilà, aujourd'hui, on voit qu'avec une armée de métier, et donc une sorte de mercenariat permanent, on peut utiliser nos soldats pour faire n'importe quoi. En Afghanistan, on s'est occupé d'opium. Hein. On est passé de 19 à 6 000 tonnes d'héroïne produite par l'Afghanistan entre 2002 et 2012. Hein, donc on voit bien à quoi ça a servi. Et donc, le système qui consiste à justement avoir des vraies armées de citoyens en armes, c'est une garantie démocratique en fait, c'est de la démocratie. C'est de la démocratie. Je rappelle qu'à Athènes, pour être citoyen, il fallait alors être de père et de mère grecque depuis 3 générations, avoir effectué ses obligations militaires. Hein. Alors c'était 2 ans chez les optiques, 3 ans sur les trières dans la marine. Et donc, voilà, pourquoi et il fallait être de sexe masculin, parce que les femmes ne faisaient pas leur service militaire. Donc, pourquoi parce que justement, hein, au moment d'aller faire la guerre aux Perses, par exemple, hein, Darius ou Xerxès ou je ne sais qui, disait, ah, petit gars, moi j'étais à Salamine, c'est pas si dur. En plus, il fallait avoir plus de 35 ans hein, au passage, donc c'était pas des gamins comme aujourd'hui, hein, qui ont le droit de vote alors qu'ils n'ont aucune maturité. Et à l'époque, on ne vivait pas si longtemps que ça. Hein. Donc 35 ans, c'était pas forcément... voilà, on était déjà bien avancé dans la vie. Donc, alors c'est vrai qu'il y a des gens comme Sophocle qui ont vécu 80 ans, mais sinon, c'est vrai que voilà, c'était 35 ans, on n'était plus un gamin. Il fallait faire vite pour rentrer dans la vie, et notamment dans la vie politique. Mais oui. Et donc, voilà. Et donc, on avait des sages. En fait, parce qu'en réalité, quand on regarde bien... Hein, le système qui fonctionne, c'est un conseil de sages. Hein. Et sages, alors quand c'est des gens qui sont stipendiés, c'est pas des sages. Hein. Les gens qui sont payés, c'est pas des sages. Donc voilà, je pense que c'est tout ce système, et notamment oligarchique, hein, qui est dans, comme l'a suggéré tout à l'heure Gabriel, qui est dans une espèce de fuite en avant, qui est absolument pas rationnelle. On a des gens qui ont un raisonnement de trader, c'est-à-dire ce sont des gens qui jouent avec l'argent des autres. À faire du pillage virtuel de l'économie réelle, mais qui ont dépassé, il n'y a qu'à voir la dette américaine, que j'ai regardé hier avec des amis, hier soir, c'était une réunion, j'ai regardé sur Clock, ça y est, on a dépassé les 93 000 milliards de dollars de dette totale, hein, je dis la dette publique, hein, bien sûr, la dette fédérale, la dette des particuliers et la dette des entreprises. Le cumul donne plus de 96 000 milliards de dollars. Hein, voilà, donc, effectivement, on suit ensemble, capitaine, depuis plusieurs semaines, là, ce grand basculement du monde-là, la dédollarisation du monde. Alors, merci pour l'intervention. Monsieur Galis, pour terminer en conclusion,
votre appréciation là, du conflit actuel et les hypothèses qui, selon vous, peut arriver là, dans les prochaines semaines sur le front ukrainien et l'Europe. Le général hiver est là et commence à faire ses effets. Parlez-nous en conclusion là, de ce que vous allez suivre dans les prochaines semaines. Écoutez, moi je ne suis pas optimiste, je ne pense pas qu'on aille vers la dissolution et la destruction de l'humanité, mais ce n'est pas impossible parce que le pire n'est pas exclu. C'est l'enseignement de West Point d'ailleurs. Imaginez la pire situation dans laquelle vous soyez, comme ça vous serez toujours bien surpris. Surpris en bien, c'est toujours imaginer le scénario catastrophe. Bon, je ne pense pas qu'on y arrive, mais on ne peut pas l'exclure absolument, on ne peut pas exclure des dommages extraordinaires. Mais moi, je suis assez fidèle à la lecture des 2 colonels chinois que j'ai cités. Il ne faut pas confondre le champ de bataille de l'Ukraine et la guerre mondiale dans laquelle nous sommes plongés. Cette guerre, elle est industrielle, elle est communicationnelle, elle est financière. Et parmi les arguments financiers, il y a l'argument monétaire. L'argument monétaire, c'est un sous-ensemble de la finance. Et les Chinois et les Russes, ça fait longtemps qui sont en train de travailler à la dédollarisation de l'économie internationale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi, ce que je voudrais souligner, et le capitaine Place y a fait allusion, c'est le lien entre la démocratie et la guerre. Je crois que dans cette globalisation au sens guerre totale dans laquelle nous sommes aujourd'hui, guerre cognitive, guerre selon les guerres avec ensemble d'opérations de guerre non militaire, il faut être conscient du fait que la démocratie est menacée de plus en plus. Les parlements sont ridiculisés, les partis politiques sont ridiculisés parce qu'ils sont eux-mêmes ridicules, la Constitution est bafouée en permanence. L'argument selon lequel l'armée professionnelle rendrait caduque l'article 35 de la Constitution qui prévoit que le Parlement est consulté en cas de guerre, c'est une plaisanterie. C'est parce que les politiques avalisées par le Conseil constitutionnel ont décidé que les opérations extérieures, c'était pas des opérations de guerre, c'était pas la guerre. Bon, à partir du moment où on dit la guerre, c'est la guerre et les opérations extérieures, c'est pas vraiment la guerre, alors on peut se dispenser de mobiliser le Parlement. Même Mitterrand, qui était un filou, un juriste et filou, il avait quand même fait voter le Parlement pour la première guerre d'Irak. Vous vous souvenez? Oui. Il a fait faire un vote. Alors ce vote, il avait lieu 3 heures avant le début des opérations. C'est-à-dire que le prépositionnement des troupes, il se fait des semaines à l'avance. Vous ne décidez pas une opération dans un autre coin de la planète en 2 heures. Hein. Vous avez donc un prépositionnement nettement antérieur. Mais pour la forme, au moins, il respectait les apparences. Chirac ne l'a pas fait. Chirac ne l'a pas fait quand il a dépensé, et ça lui a d'ailleurs été reproché. Et puis, je compléterai ce que disait le capitaine Place. Moi, je pense qu'il y a heureusement des militaires qui sont lucides. Ils ne sont pas forcément pacifistes, mais ils sont pacifiques, autant que nécessaire, autant que possible, parce qu'ils ont une économie de moyens, parce que les moyens, c'est eux. Et puis, il y a des diplomates aussi. Je pense qu'il reste des diplomates, des vieux de la vieille, je dirais à l'ancienne, qui font autre chose que de la communication. Les autres, ils font de la communication et de la comptabilité. Moi, je les appelle les com-com. Nos dirigeants politiques, ils ne font que ça. Comptabilité, communication. Voilà. Communication, comptabilité. Et la comptabilité, c'est pas la finance. Et la finance, c'est pas l'économie. Ils vont pas dans le détail. Ils regardent les tableaux Excel. C'est d'ailleurs Macron. Je veux dire, Macron, il a fait des tableaux Excel chez Rothschild. Hein. Il a fait des entreprises, il a supprimé des emplois et il a fait les suppressions des doublons. Voilà. C'est de la comptabilité. Et ça fait pas une politique. Donc, je pense que les diplomates s'activent. Je pense que tant mieux. On verra si un certain nombre de dirigeants se rendent à la raison. Je pense que les Allemands peuvent nous aider dans cette affaire et m'ont l'air moins idiots que les Français. Je pense que Scholz a l'air d'avoir compris qu'il fallait moins se laisser manipuler par les Verts. Est-ce qu'il va réussir et jusqu'à quel point? Je pense que le patronat allemand va peser, parce qu'en Allemagne, le patronat pèse, l'industrie pèse, et je pense que c'est des arguments peut-être de nous sortir. Les diplomates, les militaires restant attachés aux valeurs de l'armée qui sont l'honneur et la patrie, et non pas l'alignement et la corruption. Mais il y en a qui sont prêts à être corrompus dans tous les pays, c'est pas nouveau. Et puis peut-être des industriels qui ont le sens du business et qui se rendent compte que c'est pas une bonne piste qu'on leur fait prendre.
Voilà, je ne suis pas catastrophiste, je parle des forces positives, je sais qu'il y en a. Est-ce qu'elles gagneront? Là, je n'en sais rien parce que je ne suis pas astrologue. Capitaine Place, 30 secondes pour terminer. Oui, alors je vais rebondir sur ce que vient de dire Gabriel. Effectivement, une des grandes questions, c'est savoir si on raisonne de manière rationnelle. Je rappelle quand même que ça a été évoqué, hein, ce qui est existentiel pour ce que j'appelle les nomades aquatiques, hein, les pirates vikings qui ont conquis l'Amérique du Nord après avoir conquis l'Angleterre, la Sicile, la Normandie, la Sicile, les Pouilles, les Calabre, fief de la mafia. Pour ces gens-là, ce qui est existentiel, c'est la monnaie. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont offshore, des gens qui sont hors sol. Ils peuvent très bien, ils ont jeté l'ancre au large de New York, enfin dans l'Hudson ou dans la Tamise, pour l'instant, mais ils peuvent très bien aller à Hong Kong, hein, ils peuvent très bien aller à Auckland, hein, ils peuvent très bien aller en Australie, ils peuvent aller n'importe où. Pour eux, c'est pas un problème. Ils sont complètement. Ils possèdent les mers. Oui. Voilà, exactement. They rule the waves, ils commandent aux vagues. Et donc ces gens-là, qui sont des nomades par essence, ne s'intéressent pas du tout à ce qui nous inquiète, c'est-à-dire un espace dans lequel s'appliquent les lois une juridiction dans laquelle s'appliquent les lois des peuples. Et chaque peuple ayant des lois différentes, les peuples sont différents. Et donc, c'est ce qui fait que pour eux, si leur fortune colossale, hein, c'est pour ça que j'ai parlé de la dette tout à l'heure, parce qu'en miroir de la dette, il y a évidemment l'argent qui n'a pas été remboursé, parce que la dette, c'est de l'argent qui a été emprunté et non remboursé, c'est ça la dette. Et donc, c'est ce qui fait qu'ils ont pu faire tourner la planche à billets. Donc, leur fortune colossale peuvent du jour au lendemain se transformer en billets de Monopoly. Et ça les terrorise, bien sûr. Alors, comme ce sont des gens qui ont les leviers, qui payent en monnaie de singe, c'est ce que les gens ne comprennent pas, mais qui payent en monnaie de singe leurs sbires, notamment l'OTAN, hein, que je définis comme la batte de baseball des encaisseurs mafieux du saloon de Wall Street, eh bien, pour eux, c'est vital. C'est vital. Donc, ils sont prêts à tout pour sauver leur rente coloniale, hein, fondée sur le pillage virtuel de l'économie réelle. Et donc, effectivement, là, on n'est pas à l'abri d'une décision complètement irrationnelle de la part de ces gens-là qui sont. Il n'y a qu'à voir comment les traders, qui sont leurs enfants, hein, sont les bébés, les bébés du système. Donc, comment ils peuvent. On a vu l'affaire Kerviel, par exemple, on engage des sommes complètement faramineuses en déconnexion totale avec la réalité. Donc, on comprend très bien, capitaine, que c'est une guerre à finir. Et que la fin doit bien se passer, doit se passer dans la logique, dans la diplomatie et non pas dans la violence. Et ça, c'est une des missions qu'on s'est données ensemble. Oui, il est certain que faire de la réinformation, c'est essentiel parce que le peuple doit pouvoir jouer. Mais il y a un autre phénomène qui a été évoqué par Gabriel là tout de suite, c'est qu'il n'y a pas d'homogénéité chez les décisionnaires. C'est-à-dire que vous avez des luttes intestines partout, de toutes sortes. Hein. J'ai évoqué donc la lutte qui oppose actuellement la City et Wall Street. Enfin, la City parce que la City, c'est un ensemble. Wall Street, c'est une interface. La City et la Réserve fédérale. Parce que les gens qui dirigent vraiment, l'État profond aux États-Unis, c'est la Réserve fédérale. Et cette lutte, mais qu'on retrouve partout, c'est-à-dire qu'on retrouve en Chine, on retrouve des oligarques qui sont opposés à Pékin, on retrouve en Russie des oligarques qui sont opposés au Kremlin. Donc, et chez nous, il en va de même. Donc, et ça c'est un vrai danger parce qu'on ne sait pas effectivement qui prendra le dessus. C'est ce que évoquait Gabriel là tout de suite. Qui prendra le dessus? Ça peut basculer d'un côté, mais comme de l'autre. On ne peut pas en préjuger. Voilà, capitaine. Merci, capitaine. On se revoit, nous, dans d'autres émissions là, dans les prochains jours. Il y a Erwan Castel qui nous a donné des nouvelles. Donc, je vais terminer avec M. Gallis et ensuite, je vais donner les dernières informations. M. Gallis, en conclusion, vous restez optimiste. On doit espérer qu'il y a des diplomates et des militaires qui sont plus ancrés dans le réel puissent remettre en ordre là, les décisions de nos dirigeants occidentaux. Il va falloir sûrement sortir de ce triomphalisme occidental, de cette moralité anglo-saxonne à deux vitesses si on veut réussir à s'en sortir.
Oui, mais si vous voulez, moi j'ai comme devise ce qui a été repris par Antonio Gramsci, mais qui n'a pas été inventé par lui. Il a prétendu qu'il l'avait emprunté à Romain Rolland, la formule célèbre, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Je pense il faut pas tout mélanger. Quand on analyse lucidement, il y a bien des raisons de désespérer. Et on peut aligner les raisons qui nous poussent à l'autodestruction de l'humanité. Sans trop de difficultés, on va en trouver beaucoup. Mais en même temps, je pense qu'il faut croire en l'homme, et c'est peut-être ce que nous avons en commun, les humanistes de différentes souches, de différentes obédiences, de différentes traditions, c'est de dire, tant qu'il y a de l'espoir chez quelques hommes, et y compris parmi des dirigeants, des gens d'influence, tout n'est pas désespéré. Voilà ma conclusion. Elle est le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Et je placerai l'optimisme de l'intelligence au-dessus du pessimisme de la volonté. Le pessimisme de l'intelligence, la volonté doit commander. La volonté, c'est un combat, et la recherche sur la paix, c'est aussi un combat. Hein. C'est pas un lit de roses. Dans les roses, il y a des épines, et les chercheurs pour la paix, les irénologues, le savent. Donc, continuons le combat pour la paix contre les fauteurs de guerre. Merci, M. Gallis, d'être venu avec nous ce matin. Et sur ces paroles sages, bien, au revoir. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.